Moi, je m'appelle Bernard Tosso, je suis enseignant ici à l'Institut national de l'audience est composée des étudiants de Master 2, des étudiants en école informatique et des étudiants en idéologie transformation. Nous avons l'honneur ce matin d'avoir à côté de nous l'ingénieur qui va nous présenter son travail intitulé Conception d'un drone quadricoptère pour la collecte de données images dans le champ de coton. Nous nous souhaitons la bienvenue à l'Institut national de l'eau. Nous nous souhaitons aussi faire une bonne présentation. Merci. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation sur la modélisation et le contrôle d'un drone quadricoptère. Le travail que je m'apprête à présenter a été réalisé par moi sous l'encadrement du docteur Jamal Adetola. Et pour la présentation, je vais dans un premier temps présenter le contexte du sujet, ensuite présenter la revue de littérature, ce qu'on a eu à trouver dans la littérature, parler un peu de la méthodologie qui a été adoptée, présenter la simulation des résultats obtenus, puis finir par une petite discussion et la conclusion, puis les perspectives. Alors, chers amis, vous savez à quel point le secteur agricole est très, très prépondérant pour notre pays. Et quand on parle de secteur agricole au Bénin, on pense directement en fait à la production cotonnière, qui est quand même l'une des filières les plus prometteuses de notre pays. Et depuis l'arrivée du gouvernement en 2016, on ne cesse de remarquer en fait une croissance très rapide en fait de notre production, de la quantité de coton qu'on produit chaque année. Et qui vous en souviennent qu'en 2016-17, lorsque le gouvernement du président Patrice Talon a pris les rênes, le Bénin avait atteint en ce temps un record jamais enregistré dans son histoire, qui était de 451 124 tonnes. Et en 2018-2019, le Bénin était le premier producteur de coton en Afrique avec 678 000 tonnes. Et en 2020-2021, le Bénin avait produit jusqu'à 728 000 tonnes. Ceci montre en fait que le secteur est quand même un secteur en vue au Bénin parce qu'il représente quand même 40% des entrées de devises au Bénin et de 12 à 13% de notre produit intérieur brut. C'est clair que investir en fait dans la production cotonnière pourrait en fait significativement améliorer notre développement au Bénin. Cependant, on remarque qu'en fait les cultures de coton peuvent subir différentes attaques, soit par des virus, des bactéries ou bien des champignons qui peuvent affecter la production finale. Et le fonds, voilà, la FAO, voilà, a eu à montrer qu'en fait, il y a une grande quantité de pertes qui sont liées à ces attaques-là, notamment dans les cultures de coton et qui affectent les rendements de façon significative. Ça veut dire qu'en adoptant en fait des solutions pour lutter contre ces ravageurs, on pourrait encore presque doubler en fait notre production cotonnière. Et ça serait vraiment un boom. Et donc, pour en fait prévenir et traiter en fait ce genre de maladies, nous avons eu à entrevoir à GreenTech Innovation un projet qui s'appelle Coton Nutrients et qui consiste à prendre des images dans un champ agricole, dans un champ de coton, pour pouvoir faire des analyses en temps réel pour voir de quelle maladie souffre en fait telle feuille, telle plante, telle zone, ainsi de suite, afin de savoir à temps s'il faut apporter de l'azote, du phosphore, du potassium et autres. Et donc, le challenge en fait était de concevoir un drone, un drone agricole qui pourra prendre des images dans le champ de coton pour des fins d'analyse d'anomalies. Il est clair que si c'était un champ de 2 mètres x 2 mètres, on n'aurait pas besoin forcément d'un drone pour effectuer ce travail-là. Mais vu que les champs de coton sont généralement de très vastes champs, plusieurs hectares, l'homme ne pourrait pas parcourir un à un tout ça pour pouvoir
faire les analyses. Ce serait vraiment génial si un drone pouvait balayer l'entièreté du champ de coton pour pouvoir faire la collecte d'images, ok, qui sera utilisée pour des fins d'analyse afin de concevoir un modèle d'intelligence artificielle, un modèle qui pourra quand même nous aider à faire la détection en temps réel lors des prochains passages en fait du drone. Et les drones, il y en a de diverses et variées formes en quelque sorte, qui dépendent quand même de la vitesse, de ce pourquoi le drone a été conçu et plein d'autres trucs. Par exemple, l'image ici à droite, vous voyez ça, c'est un drone militaire et ici c'est un drone de photographie. Et chaque drone en fait a sa mission et ce pourquoi il est conçu. On peut pas utiliser par exemple ce drone militaire pour effectuer en fait l'épandage dans un champ de coton, ce serait inutile, ce serait pas quand même adapté. Donc notre comment dire, notre premier challenge était de savoir quel type de drone faudra concevoir. Les drones sont des technologies en fait qui sont de plus en plus démocratisées. Autrefois, l'usage militaire, aujourd'hui, les drones sont utilisés par tout le monde, et presque, et jusqu'à ce qu'on entende en fait les concepts de taxi-drone aujourd'hui au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays, en Chine également. Donc, notre question fut donc de savoir par quels moyens il faudrait mettre en place ce drone et quelle méthode de contrôle il faut utiliser. Je rappelle que le drone que nous avons choisi, en fait, c'est un drone quadricoptère. Voilà. Le drone quadricoptère, c'est un drone qui a 4 rotors, 4 hélices. Et donc, le challenge était de savoir par quel moyen il faudrait mettre en place ce drone et quelle méthode de contrôle il faut utiliser. Parce que pour mettre en place n'importe quel système mécanique, la revue nous a montré qu'en fait, il faudrait utiliser des méthodes de contrôle. Et donc, dans la revue de littérature, nous avons eu à comprendre que la mise en place d'un système multiphysique passe nécessairement quand même par une compréhension générale du fonctionnement du système, le système que vous voulez concevoir, comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, vous vous basez sur votre compréhension pour en faire en fait une modélisation mathématique. Vous mettez en place ensuite votre méthode de contrôle, vous faites la simulation et vous concevez. Et c'est l'approche Model-Based Design que nous avons utilisée dans ce travail-là. Le Model-Based Design est en fait en griffe, hein, le fait de pouvoir concevoir et simuler un système sur ordinateur entièrement avant de passer à sa fabrication. Donc, vous concevez le modèle, par exemple en 3D, vous simulez avec presque tous les paramètres, le modèle mathématique et tout, et vous voyez le fonctionnement général sur ordinateur avant de passer à la fabrication. Cela permet d'éviter notamment beaucoup de pertes liées aux défauts de fonctionnement ou aux défauts de calcul. Mais avec l'approche, voilà, depuis l'avènement des grands logiciels de traitement de données, de calcul, comme MATLAB, comme Solve et bien d'autres. En fait, c'est une approche quand même qui est beaucoup utilisée par les grandes entreprises de fabrication. Donc, nous allons aborder point par point, en fait, chaque état, comment dire, nous allons aborder chaque point, voilà, une après les autres. Le premier point, les uns après les autres, désolé. Donc, le premier point, la compréhension du fonctionnement du système. Comment fonctionne en fait un drone quadricoptère? Le drone quadricoptère, comme je le disais il y a quelques secondes, est un drone qui a 4 rotors. Et les rotors tournent en fait dans des sens opposés. C'est-à-dire 2 rotors qui se suivent tournent dans des sens opposés, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Cela permet d'assurer l'équilibre en fait du drone et sa stabilité en fait de façon fixe. Maintenant, comment est-ce que le drone fait pour évoluer, aller en haut, aller en bas, ainsi de suite? Je tiens à préciser qu'en fait, lorsque chaque hélice du drone tourne dans une direction, cela permet en fait le déplacement de l'air du haut, en fait, des pales de l'hélice vers le bas. Et donc, il y a plus de bas en bas du drone et en bas de, comment dire, de l'hélice, tout simplement, et moins d'air en haut de l'hélice. Il se crée donc une petite différence de pression qui génère une force de potence perpendiculaire à la surface de l'hélice. Donc, cette force de potence est mise en résultante en fait avec les 3 autres, tout simplement pour avoir une grande force qu'on appelle la force de potence Z que voici, orientée vers le haut. Et si cette force sur l'axe Z
est supérieur au poids du trône, alors l'engin va vers le haut. Si cette force est inférieure au poids du trône, alors l'engin va vers le bas. Alors, comment sont créés en fait le reste des mouvements? Parce que le drone quadricoptère n'a pas que le mouvement de translation. Il y a également les mouvements de rotation qui sont au nombre de 3. On a le mouvement de roulis qui est en quelque sorte la rotation de l'engin autour de l'as des abscisses, l'as is. Le tangage qui est la rotation de l'engin autour de l'as Y. Donc l'engin, ce mouvement est utilisé pour faire évoluer l'engin vers l'avant. Le roulis vers la gauche et la droite. Et le lacet pour faire évoluer l'engin, pour faire tourner en fait l'engin sur lui-même. Alors, comment sont créés ces mouvements-là? Imaginez qu'on ait l'intention de faire tourner en fait l'engin vers l'as, autour de l'as des abscisses. Il suffit tout simplement d'augmenter par exemple les deux forces qui se trouvent de ce côté-là et de diminuer exactement les deux forces qui se trouvent ici pour que l'engin bascule en fait vers cette direction-là. Et donc ça, c'est le roulis. Il se crée en fait un moment, une rotation qu'est le roulis. Et si on veut en sorte que ça tourne de l'autre côté, il faudrait augmenter les deux forces qu'il y a ici et diminuer les deux forces qu'il y a de ce côté-là pour que l'engin puisse basculer de l'autre côté. Si on veut que l'engin tourne vers l'avant, c'est-à-dire autour de l'axe Y, il faut peut-être, vous voyez, augmenter les deux forces d'arrière, diminuer les deux d'ici de façon égale pour que l'engin puisse tourner autour de l'axe Y. Et pour le lasser, il faut le faire maintenant pour les rotations successives. Donc, c'est comme ça que les mouvements sont créés. Et pour que le roulis puisse avoir lieu, il suffit de mélanger cette force Z-là avec la rotation pour pouvoir obtenir le mouvement dans la direction concernée. Alors, dans la revue, justement aussi, par rapport à la méthode de contrôle, nous avons vu qu'il en existe plusieurs, notamment les contrôleurs PID, Proportional, Integrate and Derivative. Donc, il y a les contrôleurs PID qui sont utilisés. Il y a également les contrôleurs Faucet Feedback Controller. Dans la revue, il y en a plein qui ont utilisé plusieurs variantes, notamment les contrôleurs LQR, Linear, Quadratic and Regular. Et il y a également les contrôleurs backstepping qui sont moins en vogue, mais qui sont quand même adaptés pour les systèmes fortement linéaires, et pardon, fortement non linéaires, contrairement aux deux autres que j'ai précisés. Mais nous avons quand même eu à choisir en fait l'usage des contrôleurs backstepping pour pouvoir faire notre travail du fait de la non-linéarité du système et quand même des résultats que cela donne. Donc, le travail à faire consiste principalement à modéliser mathématiquement le système, à mettre en place notre méthode de contrôle et à exécuter une mission avec le drone pour voir si on le met dans un environnement réel, est-ce qu'il pourra en fait faire le travail au mieux. Et nous allons détailler chaque tâche, ok, et les résultats obtenus. Donc, on va commencer par la modélisation mathématique. Alors, pour la modélisation mathématique, nous allons adopter ce petit plan, cette petite méthodologie. D'abord, je préciserai que plusieurs méthodes sont utilisées pour effectuer la modélisation mathématique, notamment l'usage des angles d'Euler, l'usage des quaternions et autres. Dans la revue, l'usage utilisant les angles d'Euler est vraiment très populaire parce que c'est facile à percevoir en quelque sorte. Mais par contre, l'usage avec les quaternions est moins en vue, mais très efficace, notamment sur les rotations, la façon dont les rotations sont effectuées, il n'y a pas de problème de singularité, il y a plusieurs avantages en fait liés aux quaternions et quand même qui ont fait que nous les avons choisis pour effectuer notre modélisation. Ensuite, nous allons présenter le bilan des forces et des moments pour aboutir sur la conception du modèle mathématique final. Après ça, nous allons présenter maintenant la méthode pour la mise en place des contrôleurs et la consigne de vol. Alors, la revue sur les quaternions. Les quaternions ont été découverts par le mathématicien William Hamilton. C'est un Néerlandais qui, quand même, est passionné d'astrophysique et de mathématiques. Et il était en train de faire des recherches sur comment effectuer en fait des rotations dans l'espace.
Et un jour, en se promenant dans la rue autour du pont de Dublin, il a eu une révélation. Ok. Sa révélation, en fait, lui a permis de mentionner sur une pierre l'équation, je dirais, fondamentale des quaternions qui est I carré égale J carré égale K carré égale IJ égale à moins 1, que voici. Et donc, c'est ceci, cette plaque qui a été quand même, si vous allez là-bas, vous allez trouver ça aujourd'hui. Donc, il a eu sa révélation, il a pu quand même nous sortir pour nous sortir en fait les quaternions pour le bien de toute la communauté. Et donc, les quaternions en réalité, c'est quoi? Comme vous pouvez le voir déjà ici, les I carré égale à moins 1, J carré égale à moins 1, les quaternions sont en fait une extension des nombres complexes qu'on appelle les nombres hypercomplexes qui sont de la forme Q égale Q0 plus Q1I plus Q2J plus Q3K. Ou bien sûr K0, K1, pardon, Q0, Q1, Q2 et Q3 sont des nombres réels. Et I, J, K sont en fait je vais dire, des vecteurs qui constituent en fait une base de l'espace. Tout comme les nombres complexes, il y a la partie réelle et il y a la partie imaginaire. Donc, dans notre cas ici, la partie imaginaire est un vecteur de 3 éléments que voici. Alors, les quaternions sont bien évidemment utilisés pour effectuer des rotations dans l'espace. Et donc, ce que vous voyez ici, cette formulation, en fait, c'est la rotation autour de l'axe U d'angle θ du vecteur V. Et donc, pour avoir cette rotation-là, pour obtenir en fait le vecteur, le résultat voilà, de cette rotation, il suffit de faire le produit quaternionique QV, Q-1. Et ça vous donne en fait un vecteur qui représente la rotation de V autour de l'axe dirigé par le vecteur U d'angle θ. C'est donc, comment dire, une mine d'or. Et tout comme les autres, comment dire, les autres classes, les nombres hypercomplexes ont également leur forme d'opération. Déjà, l'addition que vous pouvez voir là, pour effectuer l'addition de deux quaternions, il suffit de faire l'addition de la partie réelle, l'addition de la partie imaginaire pour avoir le résultat. Pour la multiplication, elle est spéciale. Je vais nommer cette croix-là, le produit quaternionique, qui quand même est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. La partie réelle donne le produit des parties réelles moins le produit scalaire voilà, des parties imaginaires. Et la partie vectorielle, la partie imaginaire donne le produit de la partie réelle de l'un fois la partie imaginaire de l'autre, la partie imaginaire de l'un fois la partie imaginaire de l'autre, et le produit vectoriel des deux parties imaginaires. Il y a la conjuguée et il y a l'inverse également. Donc là, c'est une petite revue sur les quaternions. Alors, les quaternions sont également utilisés pour représenter des repères. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette expression permet d'effectuer une rotation quaternionique, la rotation d'un vecteur. Et donc, dans notre cas ici, on en aura fortement besoin, d'autant plus que le drone aura effectué en fait des rotations autour d'un axe fixe qui serait défini. Et donc, on a pu constituer en fait un vecteur qui pourra, pardon, une matrice qui pourra nous aider à obtenir l'image de n'importe quel vecteur qui se trouve dans le repère le repère mobile du drone, dans le repère fixe qui se situe, qui n'est pas quand même sur l'engin qui est mobile. Et donc, on en aura besoin. Cette rotation-là, cette matrice qui a été conçue, en fait, est obtenue à partir de ce produit-là pour les rotations successives autour des axes X, Y et Z. Et donc, pour faire passer n'importe quel vecteur de la base du trône, il suffit de faire ce produit-là, okay, pour l'avoir dans le repère fils RI. Pour avoir, on va nommer en fait ça, pour obtenir la partie imaginaire d'un quaternion, on va essayer de nommer, bien de désigner par cette formulation-là, IM. Alors, le bilan des forces et des moments. Le drone est soumis à des forces et des moments. La première force à mentionner, c'est bien sûr le poids P. Le drone est soumis à son propre poids à cause de la gravité, donc P égale à mg.
les forces de potence FI, dont la résultante avait été dans la force grand Z que j'ai présentée tout à l'heure. Il y a les forces de traînée. Lorsque l'hélice tourne, il y a des forces de frottement qui sont quand même générées par la rotation des hélices. Et ça, c'est les forces de traînée. Et il y a des forces de frottement qui s'opposent en fait au déplacement du trône dans les directions X, Y et Z que j'ai nommées. Bon, c'est TI normalement. Ici DI et ici TI. Alors après, il y a les moments. Donc, pour effectuer la rotation autour de l'as X, on a un moment de release qui est créé et qui vous rappelez-vous plutôt du théorème des moments qui dit lorsque comment dire, la somme totale des forces, des moments des forces qui tendent à tourner le système dans un sens est égale à la somme totale des moments des forces par rapport à un as qui tend à le faire tourner dans le sens contraire, il y a équilibre. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas équilibre que le moment de release est créé qui permet en fait de tourner l'engin dans un sens autour de l'as X et ici autour de l'as Y, ici autour de l'as Z. Donc, il y a les trois moments là. Ensuite, il y a le moment gyroscopique des hélices qui est comme une force de frottement hein, euh, qui apparaît lorsqu'il y a rotation en fait de quelque chose. Donc ici, il y a la rotation des hélices. Ensuite, il a le moment gyroscopique du quadricoptère même qui, quand il tourne, il produit en fait, il tend à retrouver en fait sa position d'équilibre. Donc c'est le moment gyroscopique qui fait ça. Donc on a eu à donner l'expression de chaque force lors de l'application de la deuxième loi de Newton pour pouvoir trouver euh, le modèle mathématique. Donc, on l'a appliqué à la dynamique de translation. La somme totale des forces extérieures appliquées au système égale au produit de la masse fois le vecteur accélération. Donc, c'est ça qui est défini là. Mais notons que la deuxième loi de Newton n'est applicable que dans le repère fixe. Du coup, toutes les forces qui sont dans le repère mobile doivent être ramenées dans le repère fixe. D'où cette expression-là, le produit quaternionique qui intervient et qui nous a permis d'avoir l'expression de la dynamique de translation. Et la même chose a été effectuée pour la dynamique de rotation, où on a multiplié cette fois-ci euh, le vecteur accélération angulaire fois le moment d'inertie du quadricoptère, qui est égal à la somme totale des moments des forces que j'avais présenté, des moments de valeur des forces que j'avais présenté tout à l'heure. Donc, ceci nous a permis d'avoir également la dynamique de rotation. Donc, on a associé les deux dynamiques dans le même système pour avoir le modèle mathématique final. Et donc, on va se baser sur ce modèle mathématique-là pour pouvoir déterminer euh, notre commande, la commande nécessaire pour pouvoir obtenir des rotations, pour obtenir les 6 mouvements du trône, les 6 mouvements du trône. Je veux parler des degrés de liberté du trône. Et je tiens à rappeler que tout à l'heure, j'avais dit, si la force de portance est supérieure au poids P, l'engin doit évoluer vers le haut. Mais dans quelles conditions la force de portance est supérieure au poids P? Plus les hélices tournent vite, plus la force de portance devient grande. Et on a 4 hélices. Donc, on a 4 euh, vitesses de rotation qui seront là pour donner 6 mouvements possibles du trône. 6 degrés de liberté, rotation autour de X, autour de Y ou de Z, translation sur X, sur Y, sur Z. Donc, le système est sous-actionné. 4 commandes pour 6 mouvements possibles. Donc, on va à dealer un peu avec, ce sera un petit challenge pour pouvoir obtenir la commande nécessaire. La commande, c'est en quelque sorte quelle vitesse de rotation il faudra appliquer à telle hélice, à telle hélice, à telle hélice pour obtenir tel mouvement qu'on désire. Et si le mouvement n'est pas réalisé à cause des, des perturbations ou bien des oiseaux qui viennent perturber notre drone, ou bien de la pluie, ou bien d'autres facteurs externes, il faudrait que l'engin puisse être assez solide et résistant, robuste pour pouvoir revenir à sa position d'équilibre. Donc ça, c'est le challenge à déceler dans la mise en place de notre contrôleur de vol. Nous allons mettre en place le contrôleur de vol grâce à la méthode backstepping qui elle-même repose sur la théorie de stabilité des systèmes dynamiques de Lyapunov. Donc, nous allons présenter un peu
la théorie de stabilité des systèmes dynamiques d'Alexandre Lyapunov. Ensuite, présenter le backstepping avec un exemple. Ensuite, nous allons présenter notre problématique de contrôle, puis appliquer le backstepping à la dynamique de translation pour mettre en place le contrôleur dynamique de translation et en fait même pour la dynamique de rotation. Et nous allons présenter le schéma de simulation. Alors, la théorie de stabilité des systèmes dynamiques de Lyapunov, c'est une théorie quand même assez large, mais d'une manière ou d'une autre, elle consiste à déterminer une fonction de Lyapunov nommée V de Hins définie positive qui nous permettra en quelque sorte de pouvoir définir les conditions de stabilité de notre système. Et nous, en fait, la propriété principale qu'on désire, c'est la propriété UAS, uniformément asymptotiquement stable. Et selon le théorème de Yoshizawa, on pourrait atteindre cette condition UAS si la fonction de Lyapunov qu'on trouve a sa dérivée qui est inférieure ou égale à 0. Je veux dire, qui est définie négative. Donc, pour illustrer ça, nous avons utilisé la fonction W de Hins, qui est une fonction définie positive, qui en multipliant ça par moins, ça donne une fonction inférieure ou égale à 0. Donc, notre challenge sera de trouver pour chaque équation de notre système, de notre modèle mathématique, une fonction de Lyapunov V de Hins dont la dérivée serait inférieure à 0. Donc, les conditions pour lesquelles la dérivée serait inférieure à 0, on va utiliser cette condition-là pour pouvoir mettre en place notre contrôleur. Et le backstepping, justement, repose sur ça. On va essayer de l'appliquer avec cet exemple-là et vous allez voir. Donc, ici, on a un système d'équations qui représente l'équation peut-être d'un système. Le backstepping dit quoi? On va essayer d'utiliser chaque équation, d'utiliser une variable comme étant une commande virtuelle de la première équation et utiliser la première équation maintenant pour déterminer la valeur de commande U. Parce que le challenge était de trouver la valeur de commande U qui pourrait être nécessaire afin de contrôler ce petit système-là. Dans un premier temps, nous allons utiliser inst comme étant une commande virtuelle pour pouvoir contrôler le ins1. Pour le faire, on va juste dire, si on veut commander en fait inst2, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une fonction de Lyapunov V de inst dont la dérivée serait inférieure ou égale à dont la dérivée serait inférieure ou égale à 0. Et en l'insérant dans le système, la condition pour laquelle cette dérivée-là serait inférieure à 0, on va l'utiliser pour pouvoir trouver la première commande. Et on va utiliser cette commande-là maintenant dans la deuxième équation maintenant pour pouvoir proposer également une deuxième fonction de Lyapunov et l'utiliser pour déterminer la commande U que voici. Maintenant, la problématique de contrôle. La problématique de contrôle, chez nous, en fait, ici, si vous avez l'habitude d'utiliser le drone, vous verrez qu'il y a deux joysticks. Et le premier joystick est utilisé pour contrôler l'altitude et le lacet, le mouvement de lacet, la rotation de lacet. Et le joystick droit est utilisé pour contrôler le tangage et le rouliste, donc les rotations autour de X et de Y. Donc, notre challenge, en fait, sera principalement d'associer les deux systèmes qu'on a eu à obtenir. Le système de translation, le système de rotation. Le système de translation, le système de rotation. De sorte, en fait, à associer la translation et la rotation pour obtenir les mouvements dans les directions qu'on souhaite. Je tiens à préciser que pour faire évoluer l'engin, par exemple, vers la droite, le tout ne suffit pas, en fait, d'appliquer le rouliste ici vers la droite. En appliquant le rouliste, il faut être sûr également qu'il y a suffisamment de potence pour faire basculer, en fait, l'engin vers le côté droit. Donc, nous allons appliquer, en appliquant plutôt le backstepping à la dynamique de translation, nous avons pu obtenir, en fait, une accélération désirée que voici. Et cette accélération désirée va permettre de contrôler rapidement, en fait, la dynamique de translation afin que la commande désirée puisse être exécutée avec succès.
quelles que soient les perturbations. Et donc, c'est sous la condition selon laquelle il faudrait que les coefficients A1 et A2 soient supérieurs ou égaux à 0. Il en est de même pour la dynamique de rotation. On a eu à appliquer le backstepping aux deux équations de la dynamique de rotation et on a pu obtenir la vitesse angulaire désirée et la commande U nécessaire pour mieux contrôler le système. Et encore là également, c'est sous la condition selon laquelle il faut que A3 et A4 soient supérieurs ou égaux à 0. Donc, cette condition-là est obtenue à partir de la propriété UAS, de la formule de la propriété UAS, qui exigeait justement qu'il faudrait que la fonction de la dérivée de la fonction de Lyapunov soit inférieure à 0 pour que le système soit stable asymptotiquement. Et donc, c'est l'une propriété que nous, on désire. On voudrait que, quelle que soit la perturbation, la stabilisation puisse être vite effectuée et que ça soit asymptomatique. Donc, à partir des deux qui ont été appliqués, nous avons pu obtenir une loi de commande, OK, pour contrôler la vitesse, l'accélération désirée et la loi de commande U nécessaire. Et donc, nous avons essayé d'implémenter notre schéma de simulation que voici dans le logiciel Simulink de MATLAB. Et pour résumer, ce qui se passe ici, c'est quoi? On a nous qui donnons notre consigne. Notre consigne est constituée principalement d'une position désirée, d'une position angulaire désirée. Parce que les deux sont utilisés pour... C'est-à-dire c'est comme si c'est le joystick, ça. Il y a un joystick qui donne une position linéaire, c'est-à-dire share drone atteint tel endroit, et un joystick qui donne une position angulaire désirée. Share drone tourne de tel degré dans tel sens, ainsi de suite. Et le contrôleur prend cette commande désirée là avec l'état actuel du système pour savoir quelle commande, donc ça c'est le contrôleur qu'on a utilisé à voir tout à l'heure, quelle commande appliquer, donc voilà la commande, la force de poussée et la commande d'orientation U, appliquer au drone pour pouvoir obtenir le mouvement final, le mouvement désiré, c'est-à-dire la position désirée. Donc s'il y avait des erreurs, ces erreurs doivent être corrigées rapidement par le contrôleur pour pouvoir obtenir notre qui sera appliqué en fait à notre modèle mathématique pour obtenir un état final qui sera maintenu. Donc, c'est le schéma de simulation là qui est implémenté. Et après avoir obtenu ce schéma là, nous avons maintenant voulu simuler le schéma, voir comment ça fonctionne, est-ce que c'est parfait, ainsi de suite, est-ce que ça pourra faire l'affaire. Et pour y arriver, d'abord, nous avons cherché à mettre en place une consigne de vol. Et la mise en place de la consigne de vol a passé par la modélisation du champ. Ok, vu que ce n'est pas un champ réel déjà, et que c'est un champ virtuel, nous avons essayé de modéliser le champ. Ensuite, nous avons déterminé un algorithme de parcours du champ, puis créé une méthode Y7 ou Quat qui sera utilisée pour effectuer pouvoir créer notre consigne réellement qui sera applicable à notre contrôleur. Et ensuite, nous avons essayé de modéliser le champ en 3 dimensions, de simuler voilà, le mouvement du drone en 3 dimensions parcourant le champ en question. Donc, pour la modélisation du champ, nous avons utilisé une modélisation sur la base d'une surface rectangulaire maillée. Nous avons remarqué que la plupart des champs de coton sont des domaines presque rectangulaires, ok, mais qui présentent des cultures sous cette forme-là. Donc, on a vu qu'on pourrait modéliser avec une surface rectangulaire maillée avec une longueur et une largeur. Et donc, pour pouvoir parcourir le champ, nous avons écrit en fait un algorithme de parcours qui va consister en fait à quitter tel point, à y aller à la fin, revenir et parcourir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, sur la base de cet algorithme de parcours, là, nous allons vérifier si, parce que si par exemple le drone doit atteindre, on demande au drone, parce que le drone doit être autonome, si on demande au drone d'atteindre tel point, comment est-ce qu'il va faire pour atteindre ce point-là? Alors que c'est à lui-même de trouver la rotation qui doit appliquer, le tangage, le lacet, tout ça là, qui doit appliquer pour pouvoir atteindre ce point-là. Et donc, ce point a des coordonnées. Contrairement au joystick qui nous permet, si c'était un homme qui allait guider l'engin, l'homme saura pertinemment, voilà, il faut que j'aille un peu devant, je vienne un peu derrière, ou bien que je tourne à droite ou à gauche pour pouvoir atteindre le point en question. Mais ici, il s'agit du drone même, c'est le drone qui doit fonctionner de façon autonome pour pouvoir atteindre ce point-là. Et donc, pour connaître ce point, il suffit qu'on lui donne la position, ok, la position cartésienne. Et il faudrait maintenant que le drone convertisse ça là en un quaternion
et qui sera utilisé par le contrôleur pour pouvoir l'aider progressivement à atteindre ce point-là. Donc, pour y arriver, nous avons créé en fait une méthode ici, Y, Z, quad, qui permet en fait de convertir maintenant les coordonnées ici, Y, Z, n'importe quelle coordonnée ici, Y, Z, en un quaternion d'orientation pour le cas 6 degrés de liberté afin de pouvoir aider notre drone. Nous avons pu créer cette méthode-là qu'on a implémentée dans MATLAB. Et cette méthode, en fait, convertit la position que le drone a donnée en un quaternion et une position désirée. Donc, en faisant le produit, ça donne également la position cartésienne envoyée en consigne. Donc, pour pouvoir déterminer cette méthode, pour pouvoir mettre en place cette méthode tout quad, nous avons eu à adopter cette méthode-là. On a supposé le quaternion, la vitesse de, pardon, la position Z qui sera variable, qui donne en fait le XYZ qui est arrivé en consigne. Donc, ceci nous a permis d'obtenir les A, B, C et D avec les Z' qui seront nécessaires dans ce cas-là. Donc, c'est comme ça que petit à petit, la méthode XYZ tout quad a été créée. Donc, à partir de la méthode XYZ tout quad, nous avons essayé de voir si on pourrait envoyer n'importe quelle coordonnée en fait au drone pour qu'il puisse atteindre les points. Donc, il a pu le faire. Nous avons pu, ça c'est une trajectoire de 60 secondes simulée avec la méthode XYZ tout quad. Donc, on a envoyé le XYZ et puis ça a pu dessiner chaque point. Donc, sur la base de ça, on était satisfait. On s'est dit, bon, maintenant, on peut appliquer, on peut envoyer le drone sur ce terrain-là. Maintenant, avant de le faire, il faudrait quand même définir, ça c'est la trajectoire sur 120 secondes. Donc, avant de le faire, il faudrait quand même donner en fait des valeurs pour les coefficients A, parce que c'est nous les constructeurs, nous devons donner des valeurs pour les coefficients A. Les coefficients A, A1, A2, A3 et A4 que j'avais dit tout à l'heure qui doivent être forcément supérieurs à 0 pour que le drone soit stable asymptotiquement. Donc, nous avons eu à voir ça. Ensuite, nous avons essayé de mettre en place une table des erreurs pour les différentes valeurs. Ensuite, nous avons perturbé un peu l'altitude Z du drone pour pouvoir vérifier si notre commande, notre contrôleur est assez robuste pour pouvoir faire le travail. Après ça, nous avons essayé de simuler maintenant sur la trajectoire consigne en 3 dimensions pour pouvoir obtenir, clôturer nos résultats. Donc, pour pouvoir simuler les différentes, le système pour différentes valeurs de coefficient A, nous avons essayé de mettre en place cette petite trajectoire-là. Et on va demander en fait à l'engin de suivre. Ici, dans cette couleur, nous avons le Z. Et ici, en vert et en orange, nous avons les angles. Donc, nous allons demander en fait à l'engin de pouvoir suivre ces différentes trajectoires-là. Ça va nous aider maintenant à trouver en fait des coefficients A qui seront quand même pas mal à optimiser en quelque sorte. Maintenant, dans un premier temps, on a utilisé des coefficients AI inférieurs à 0. On a remarqué qu'il n'y a pas match. Le système diverge complètement. Cela confirme encore une fois de plus la théorie de Lyapunov qu'on a eu à préciser là, la propriété UAS qui stimule qu'il faut que les coefficients A soient supérieurs à 0 pour qu'il y ait convergence au moins. Donc là, avec A inférieur à 0, il y a divergence, ce qui confirme un peu nos résultats. Alors, quand A1 et A2 sont égales à 5, 5, nous avons remarqué que bon, ça commence à suivre la trajectoire consigne, la trajectoire qu'on lui a demandé, mais ce n'est pas parfait. L'écart est quand même considérable. Lorsqu'on a pris A1 égale à 100 et A2 égale à 100, à l'oscilloscope, on ne voit même plus l'écart entre la valeur désirée et la valeur obtenue. Et ici, on voit quand même que c'est beaucoup plus proche. Donc, pour pouvoir mieux évaluer ça, nous avons mis en place cette table des erreurs avec différentes valeurs des coefficients A1, A2, A3 et A4. Et on a remarqué que plus les coefficients augmentent, plus l'erreur s'amoindrit. Le seul problème, c'est que plus les coefficients A augmentent, plus le temps de calcul devient important. Et donc, il faudrait un bon compromis entre le temps de calcul et la performance, la minimisation de l'erreur. Donc, pour cela, nous avons choisi cette ligne en gras. A1 soit 15, A2 soit 15, A3 soit 15 et A4 soit 15. Donc, ce sont les valeurs qu'on a choisies maintenant pour pouvoir mettre en place notre contrôleur. Alors, pour pouvoir tester en fait les valeurs de notre contrôleur, nous avons essayé de perturber un peu l'altitude Z. On va supposer que cette perturbation correspond par exemple à un oiseau qui est venu cogner notre engin
OK, au début. Donc, quand on a perturbé, la perturbation ici, on a utilisé un bloc delay qui force quand même l'engin à être à -5 de sa position, de la position que nous on désire, à -5. Donc, c'est comme si on force l'engin à, être forcément à -5. Donc, on le perturbe sur toute la durée de la simulation. Donc, quand on a fait ça, en fait, ici, sans le contrôleur de vol, on a remarqué que l'écart est remarqué à chaque seconde. L'écart des 5 est remarqué à chaque seconde. Donc, le drone n'a pas pu obtenir, n'a pas pu quand même atteindre la commande, l'altitude qu'on a désirée. Mais avec le contrôleur, on a vu que la perturbation s'est fait ressentir pendant quelques secondes juste et automatiquement, le drone a pu retrouver l'altitude désirée. Donc, la comparaison de ces deux résultats-là nous montre quand même que notre contrôleur peut faire le travail, est suffisamment robuste pour aller sur le terrain et faire le travail. Donc, après ça, nous avons juste essayé de simuler maintenant l'engin maintenant sur toute la trajectoire consigne pour parcourir le champ de coton. Et voilà ce que ça a donné. Le drone décolle, ensuite parcourt chaque point pour faire des opérations, prendre des images, analyser les feuilles, jusqu'à arriver là-bas. Au retour, il revient, ainsi de suite, en faisant, parcourant tout le champ. Donc ça, c'est un peu l'animation en fait du drone, de l'engin sur la trajectoire consigne, ce qui quand même est satisfaisant. Je vais essayer voilà, de préciser, de montrer clairement ici, voilà. Donc le drone évolue, donc c'est à nous de spécifier la vitesse et tout. Donc le drone arrive quand même à atteindre les points et à parcourir en fait le champ avec comme, comme il le pourrait. Donc c'est un peu ça. Donc après cela, bon, nous étions en fait quelques satisfaits du résultat, sauf que le présent travail n'est toujours pas encore parfait parce qu'on n'a pas eu à prendre en compte certains aspects comme l'autonomie de la batterie. On n'a pas encore en fait finalisé la fabrication. Donc l'autonomie de la batterie, c'est un paramètre très important qui devrait quand même nous permettre de situer aussi le choix des coefficients A1, A2, A3 et A4 pour quand même perfectionner encore plus parfait le présent travail. Donc, c'est quelques défauts en fait de notre système là actuellement, mais on s'engage d'ici là à passer à la fabrication réelle en prenant en compte en fait l'autonomie. Sinon, dans ce travail, nous avons eu à mettre en place le système du drone qui peut être flashé sur un microcontrôleur euh, afin de constituer en fait le cerveau du drone. On a représenté même le drone en 3 dimensions sous SolidWorks qu'on a essayé de simuler avec MATLAB. On a mis en place un contrôleur backstepping pour sa stabilité. Euh, nous étions quand même très satisfaits du travail, de l'avancement et on s'engage. C'est en quelque sorte une satisfaction de début et on s'engage en fait à passer la fabrication réelle en prenant en compte l'autonomie et d'autres facteurs d'autres trucs qui vont survenir. Et tout ce qu'on a eu à apprendre lors de la réalisation de ce travail, on pourrait également envisager de les appliquer à d'autres systèmes robotiques qui pourront quand même améliorer notre quotidien et notre façon de faire les choses dans la société. Donc, merci pour votre attention. Je suis ouvert à toutes les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous remercie. Merci beaucoup.